Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir est ce document qui révolutionne le système judiciaire togolais. Son titre, la typologie des actes visuels du parquet de l'instruction. Aussitôt paru, il fait déjà office de référence pour les juges. Une campagne de vulgarisation de ce document vient d'être lancée. On verra de plus près tout à l'heure le contenu. L'hôpital psychiatrique de Zébéi, au plus près des malades, il ouvre son centre de Lomé, d'Adaouato précisément au grand public depuis ce matin. L'opération va durer 3 jours. 3 jours de consultation gratuite pour les personnes souffrant de troubles mentaux. Nous irons sur place. Enfin, c'est parti pour la 30e édition du championnat militaire et paramilitaire de football. C'est le stade municipal de Lomé qui accueille la compétition et déjà la police nationale affiche ses intentions. Le match d'ouverture et une victoire pour les policiers, un but à 0 largement suffisant devant les pompiers battus donc. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Donc, un ouvrage qui fait aussitôt paru bonne impression. La typologie des actes du parquet de l'instruction devrait désormais constituer une référence pour les juges dans l'exercice de leurs fonctions, une valeur ajoutée pour le système judiciaire. Sa campagne de vulgarisation a été lancée ce matin. Sonia Médico, Adolphe Paca. Entassement de dossiers, lourdeur dans la procédure et manque de moyens adéquats pour accélérer le traitement des dossiers. Le système judiciaire togolais a attaqué ces réels problèmes avec le programme national de modernisation de la justice lancé en 2005. De nos jours, quand bien même l'on constate une revitalisation de ce secteur, les actes usuels posés quotidiennement par les juges peinent encore à débarrasser le système de ses lourdeurs. L'illustre manquant restant l'actualisation des documents de la typologie des actes usuels au niveau du parquet et de l'instruction. Jusqu'hier, il n'y avait pas, lorsque on t'a fait à un poste, il n'y avait pas de référence. Même si il y a des références, il faut un parcours de combattant pour chercher tel ou tel imprimé. Ce qui a alors incité le magistrat Chris Roy à écrire ce document en 192 pages, accueilli avec grand enthousiasme dans le milieu judiciaire. Nous disposerons désormais d'actes qui sont rédigés dans les mêmes formes au niveau de tous les tribunaux. Et donc l'intérêt majeur de ce travail, c'est que désormais nous avons une base de travail dans le cadre de la mise en œuvre de l'automatisation des chaînes judiciaires. Un précieux outil de travail que le corps judiciaire et les officiers de police judiciaire devront s'approprier pour une mise à niveau dans l'application de la loi sur toute la chaîne judiciaire au Togo. Et on va s'arrêter un peu sur le contenu de ce document. Il fait 200 pages. Vous aurez peut-être le temps de le parcourir. Ce sont des actes rédigés à partir d'expériences vécues ici et là au Togo. Son auteur, un magistrat, un Togolais. Vous allez l'entendre. Qu'est-ce qu'il apporte de plus? Eh bien, voilà cela avec Sonia Ménipo et Adolphe Paca. Typologie des actes visuels du parquet et de l'instruction. Un ouvrage du juge Atandji Chris Roy qui vient révolutionner le système de travail dans la justice togolaise. Ce document vient apporter une valeur ajoutée, c'est-à-dire il vient accélérer la procédure. Si ce document n'existait pas, on serait obligé d'abord d'aller faire la typologie des actes usuels du parquet et de l'instruction. Peut-être on va chercher un bailleur de un consultant à l'international ou à la région, dans la sous-région ouest africaine, mais l'avantage, c'est que c'est des typologies des actes usuels du parquet et de l'instruction qui ont été construits par un magistrat togolais à partir des expériences du terrain. Inspiré des réalités sociales africaines et enrichi des apports extérieurs, ce document semble bien adapté pour répondre à la question des lourdeurs dans la procédure judiciaire. Certains actes, lorsque nous les utiliserons, vont permettre à ce que la population carcérale diminue. Cette typologie constitue en elle-même la trame de la chaîne pénale. Donc, une fois que nous avons ce document en support matériel, nous le dématérialisons en support électronique, puisqu'il vit en support électronique, et c'est ça maintenant qui va constituer à faire ce qu'on appelle la trame de la procédure pénale.
Paru pour la première fois en août 2011, cette deuxième édition en date de novembre 2014 est simplement actualisée compte tenu du succès enregistré. Cela a été nécessaire afin de l'intégrer de plein pied dans l'usage quotidien des procédures judiciaires au Togo. Et sachez par ailleurs que les magistrats togolais sont actuellement à Cotonou au Bénin. Ils y sont en session de formation. Le module, le droit commercial, c'est une remise à niveau après la révision de l'acte uniforme de l'OADA. Les précisions de Isidore Koubatine. Au regard du caractère évolutif du commerce international, le droit communautaire OADA, partagé par 17 pays membres, dont le Togo a subi une révision pour être conforme aux pratiques en vigueur en vue de faciliter les échanges commerciaux. Apporte au nouveau au Bénin, dans ce temple du savoir, les magistrats et avocats togolais vont apprendre de nouveau sur le droit commercial général et sur la société commerciale pour asseoir la juridiction commerciale au Togo et garantir les investissements nationaux et étrangers. La plupart de nos États sont rongés par le secteur informel et le nouveau droit commercial a visé également à, j'allais dire, happer le secteur informel en créant un régime juridique nouveau pour un acteur nouveau, c'est-à-dire l'entrepreneur. Par rapport aux contingences auxquelles peut faire face un avocat ou un magistrat sur place à Lomé, il était évident que les délocaliser hors de leur secteur était la meilleure option. Ces praticiens du droit, qui aussi jouent une part belle dans la modernisation de la justice togolaise, auront désormais de la matière pour accompagner le processus et aussi défendre les dossiers des utilisateurs du droit OADA, lesquels n'ont qu'un seul souci, investir en toute sécurité dans les États membres de l'OADA. Autre sujet évoqué maintenant, le lancement de la campagne de vaccination contre la méningite dans les plateaux. Et c'est une campagne nationale. C'est le chef de l'État qui, rappelez-vous, avait lancé cette campagne la semaine dernière à Mango, l'étape des plateaux donc, avec le coup d'envoi à Dacha, Yves Agbevi. C'est en 1997 que la méningite est manifestée pour la première fois au Togo, sous sa forme épidémique dans les savanes, avec 515 décès sur plus de 3387 cas. La méningite à méningocoque A, c'est le nom de la dite forme souche épidémique qui a fait son retour plusieurs années successives au Togo. Des réapparitions qui appellent à une prise de décision pour épargner les populations togolaises de ce mal et qui risquent de refaire surface en 2015 selon les prévisions. C'est dans cette optique qu'il a été lancé à Mango la campagne de vaccination contre la méningite à méningocoque A, un lancement effectué par le chef de l'État Foriso Zimnania Singbe ce 27 novembre 2014 et relayé à Dacha par les autorités préfectorales et sanitaires pour le compte de la région des plateaux. La maladie se manifeste généralement par des maux de tête que nous appelons céphalées, une fièvre et des vomissements, mais particulièrement on reconnaît cette maladie par la raideur de la nuque, colonne vertébrale, le cou. Le préfet de Logou a invité les populations à favoriser la réussite de cette campagne qui a déjà démarré dans la région et qui doit s'étendre du 28 novembre au 7 décembre 2014. Pendant ce temps, à Lomé débutaient des consultations gratuites à la clinique médico-psychologique d'Adawato. 3 jours de consultations gratuites, c'est une opération en journée porte ouverte initiée par l'hôpital psychiatrique de Zébé. Il bénéficie du partenariat du centre hospitalier des Pyrénées en France. Reportage dans le Djoumoali avec Esther Laclé. La clinique médico-psychologique de Lomé se rapproche de ses patients. 3 jours de sensibilisation et de consultation gratuites pour mieux communiquer sur les maladies mentales. Thème, amener l'hôpital vers les populations. La clinique est en partenariat depuis 2 ans avec le centre hospitalier Les Pyrénées en France. Il s'agit de développer, de prendre en charge le plus précocement tous les patients qui nécessitent des soins. Plus on intervient rapidement, meilleures sont les chances d'évolution positive. Il faut que l'on reçoive dans les CMP les gens le plus jeunes possible dès que les troubles commencent. Il ne faut pas attendre que ça se chronicise. Et le but du CMP, c'est ça, pouvoir recevoir les familles et les patients dès que les troubles apparaissent.
Les journées portes ouvertes se tiennent du 1er au 3 décembre. Déjà, dès le début de cette activité, le centre a reçu la visite d'une centaine de patients. Et l'hôpital psychiatrique de Zébé dans le lac, au plus près donc des malades mentaux. Allô, mais comment les patients, ces personnes souffrant de troubles mentaux sont-ils reçus dans ce centre? Quel suivi, quel accompagnement? Immersion dans ce centre d'Adaoulato, dans Zoumali et Serre-la-Clé. Pour une grande majorité de personnes, la maladie mentale est une souffrance soigneusement cachée. À cause des préjugés, seulement une personne atteinte sur 3 consulte un professionnel de la santé. Quand j'étais petite, j'étais tombée de l'étage, j'ai reçu un choc sur la tête. J'ai été maltraitée et maintenant j'ai la migraine et souvent des caillots de sang sortent de mon nez et de ma bouche. J'ai appris qu'on fait des consultations gratuites ici et je suis venue. Pourtant, les personnes atteintes de maladies mentales peuvent bénéficier de soins appropriés et en guérir. Au Togo, un centre est mis à la disposition des patients. Il s'agit de la clinique médico-psychiatrique de Lomé qui appuie l'hôpital de Zébé d'Anéha. La mission est d'assurer le suivi des personnes souffrant des affections mentales qui ont été soignées à l'hôpital de Zébé et qui ont quand même besoin d'être accompagnées après la sortie du milieu hospitalier. C'est un travail d'accompagnement qui peut des fois durer toute la vie de l'individu. Mais si chemin faisant, la guérison se fait jour, donc ce suivi s'arrête. Le centre existe depuis le 1er septembre 2010. Il est aménagé dans les anciens locaux de la clinique Bon Secours d'Adaoulato à Lomé. Et hier, 1er décembre, le monde entier se mobilisait, encore une mobilisation grandeur nature contre le syndrome immunodéficience acquis, plus connu sous son acronyme SIDA, a secouru l'engagement pour la lutte contre la pandémie. Le refus de la discrimination des personnes vivant avec le VIH a été réaffirmé. La correspondance Lamarck Bozono et notre bureau à Socoré. Pour cette 27e journée mondiale du sida, la mobilisation a été grande sur le terrain de l'EPP commun à Sokodé. La foule a fait le déplacement pour écouter les messages de la circonstance. Placé cette année sous le thème Zéro discrimination, exclusion, le VIH par les personnes vivant avec le VIH. Cette journée vise à attirer les consciences autour de l'infection à VIH, à renforcer la solidarité avec les personnes infectées ou affectées et à réfléchir sur les défis à relever au niveau mondial et dans chaque pays. C'est la 20e journée et comme tantôt on a vu que quand même il y a des progrès qui sont réalisés. Au début des années 2000, on avait un prévalent autour de 6%. La dernière enquête qu'on a un prévalent autour de 2,5%. Donc on a diminué quand même les nouvelles infections. Les nouvelles infections, c'est que si on ne fait rien, la maladie progresse. Mais en faisant quelque chose, on réduit les nouvelles infections. Et en matière de traitement, il y a actuellement 35 000 personnes qui sont sous traitement ARV. Et gratuitement, grâce à la volonté du chef de l'État, depuis 2008, de mettre les ARV à la disposition de la population. Et le thème de la journée a été mis l'accent sur le zéro discrimination, notamment pour rappeler au fait qu'il faut plutôt exclure le sida de notre vie, mais pas les personnes qui vivent avec le sida. Le Togo observe cette journée chaque année parce qu'elle constitue une bonne opportunité au cours de laquelle les acteurs nationaux et les partenaires bilatéraux et multilatéraux se retrouvent pour partager avec les populations décentralisées. Des dépistages gratuits ont mis fin à cette manifestation. Il est 20h14. L'actualité à l'étranger d'abord, cette information qui fait la une des journaux ivoiriens. Simone Gbagbo serait transférée à Abidjan. L'ex-première dame ivoirienne était détenue, vous le savez, à Odiéné, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Elle sera donc arrivée à Abidjan où doit s'ouvrir son procès. Une information pour l'instant pas confirmée par les autorités ivoiriennes. Au Nigeria, les violences au nord-est ne connaissent pas de répit. Boko Haram, la secte islamiste, multiplie les attaques dans les villes du nord. Maïdougouri en a été victime avec, vous allez le voir, son lot macabre de bilan. Cette fois, l'attentat a fait 10 morts. Lundi, 2 femmes kamikazes se sont fait exploser sur un marché de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno. Boko Haram continue donc de faire régner la terreur dans le nord-est du Nigeria. 3 attentats
en l'espace de 4 jours. D'abord ici à Kano, vendredi, contre la Grande Mosquée, bilan 120 morts. Puis à Maïdougouri, le même jour, à Damaturu, la secte islamiste a mené un assaut contre les forces de sécurité. Quelle riposte face à cette insurrection de plus en plus violente? Pour ce politologue, la question se complique encore à l'approche des élections générales de février prochain. Les élections arrivent. Vous savez, il y a aussi la politique politicienne, les déclarations qui se durcissent et tout ce qui va avec. Les gens qui parlent de fracture nord-sud, de division religieuse, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Tous les habitants du Nord ne soutiennent pas Boko Haram. Certains observateurs estiment que Boko Haram va intensifier ses actions à l'approche des élections. Son but, empêcher que le scrutin se tienne sur l'ensemble du territoire et nuire ainsi à la légitimité du prochain gouvernement. Autre théâtre de violence, le Kenya en proie lui aussi à des attaques des islamistes Shebab. Il vient de revendiquer une nouvelle attaque dans le nord-est du Kenya. Regardez, les images sont difficiles à soutenir. De sang-froid. Ces corps sont ceux de 36 ouvriers qui travaillaient dans une carrière de pierre au nord du Kenya, tout près de la frontière avec la Somalie. Ils dormaient sous leur tente sur un site isolé sans électricité lorsqu'ils ont été attaqués dans la nuit de lundi à mardi. Attaque revendiquée par les islamistes somaliens Shebab. Selon les rares survivants, les assaillants au nombre d'une vingtaine ont d'abord identifié les musulmans pour les épargner. Puis, ils ont assassiné les autres, égorgés, décapités ou abattus d'une balle dans la tête. Certains ouvriers sont toujours portés disparus. Le cabinet du président Kenyatta s'est réuni en urgence. Déjà très critiqué pour son incapacité à faire face à la menace terroriste, le gouvernement est sous pression. Nous ne reculerons pas face à cette guerre contre le terrorisme dans notre pays et notre région. Nous allons continuer à infliger des blessures mortelles à ces terroristes jusqu'à ce que la sécurité revienne ici. Le président kényan a limogé dans la foulée son ministre de l'Intérieur. Le chef de la police est également écarté. Leur tête était demandée par l'opinion publique depuis plusieurs mois. Le Kenya subit des attaques répétées des Shebab somaliens. Voici 10 jours à peine, ils avaient lancé un raid contre un bus et exécuté 28 passagers non musulmans. Retour chez nous au Togo où la présidentielle de 2015 est depuis et déjà dans tous les esprits et ce soutien enregistré déjà par le président Faure Gnassingbé, les chefs traditionnels du Grand Ogou se prononcent en faveur du chef de l'État et c'est à l'issue d'une rencontre dans la région d'où nous retrouvons notre correspondant Yves Agbevivi. Ils sont des représentants locaux des populations souches du Grand Ogou, l'Est Mono, l'Anié et l'Oku. Des chefs traditionnels qui, conscients des dommages que subissent leurs populations, dommages dus au manque de réflexion commune autour du développement de leur milieu, se sont réunis à Atakpamé où ils ont planché sur la question. À cette rencontre, ces chefs traditionnels, soutenus par des cadres et leaders d'opinion de la localité, ont déclaré être pour les idéaux de l'Union pour la République unie, dont ils ont décidé de soutenir la candidature à la présidentielle de 2015. Ils ont également, à cette occasion, remis leur engagement écrit au premier vice-président de l'Union pour la République, Georges Aïdam. Nous, les chefs traditionnels des trois préfectures réunies, Ani et Est-Mono Ogou, avons pris l'engagement de soutenir le président Faure pour tous les efforts qu'il mène. Nous le soutenons pour les prochaines séances électorales, pour une victoire écrasante. S'en est suivi la reconnaissance du mouvement d'appui au parti de l'Union pour la République du Grand Togo, Mapugo, dont le porte-parole a salué l'initiative de la rencontre. Des populations souches du Grand Togo aux côtés de son Excellence. Dans le reste de l'actualité, cette campagne nationale de lutte contre les feux de végétation elle a été lancée à Sotobois. C'était samedi dernier, les précisions de la marque Bojona. Les feux de végétation constituent une sérieuse menace à la vie des populations, au développement économique et à l'environnement. Cette campagne nationale de lutte contre les feux de végétation a pour optique de sensibiliser la population sur la réglementation, l'aménagement de pare-feux, la pratique des feux précoces et la lutte contre les feux tardifs. Il faut rappeler aux populations la nécessité de respecter le calendrier s'agissant des feux de végétation. Ici, ce qui est mis en exergue, c'est la sensibilisation, l'éducation, la communication. Il faudrait que les gens restent
respectent scrupuleusement les consignes qui leur sont données quant à la préservation justement des pare-feux, etc. Parce qu'on sait qu'avec les feux tardifs, qu'est-ce qui se passe? Il y a un désordre incroyable. C'est les incendies des cultures, c'est les incendies des biens matériels, et même il y a mort d'hommes qu'on a eu à enregistrer. Donc c'est le message central et important que nous sommes venus délivrer aujourd'hui aux populations de Sotoubois. Le ministre André Johnson a dans son allocution de lancement relevé que le Togo a connu de 1995 à 2010 707 foyers de feu actifs égal à 50% de destruction de la couverture végétale, ce qui n'est pas négligeable. Un matériel de travail a été remis au comité préfectoral anti-feu installé à Sotoubois. Et voilà qui nous amène à l'agriculture. Vous le savez, les projets PASA, PADAT, PPAO viennent d'être évalués par les partenaires techniques. Ils étaient sur différents sites la semaine dernière. Quels avantages tirons-nous en réalité de ces différents projets agricoles? Voici les éclairages de Charlotte Moussime. Le PPAO, le PASA, le PADAT, trois grands projets du PNIASA qui ont révolutionné le secteur agricole. Ici à Tekponou, dans le Vaud, la terre a été étudiée et les engrais appropriés ont été identifiés. Une technique qui a revitalisé le sol. Pour l'ancienne méthode, je crois qu'on ne gagne absolument rien. Pour pouvoir mieux réussir maintenant, il faudrait maintenant appliquer la nouvelle méthode pour qu'on puisse avoir un bon rendement. La technique de la jachère améliorée a été aussi enseignée. Elle consiste à enrichir le sol avec la culture du moukouna. La jachère améliorée permet d'enrichir le sol, de lui apporter de la matière organique, de lui apporter de l'humidité et de faire revivre la microflore. Une autre initiative, toujours dans le but d'améliorer le rendement, est l'introduction de la canne planteuse dans les activités champêtres. Et sur un hectare, cette canne peut faire au moins, avec une seule personne, 2 ou 3 jours. On peut terminer sur un hectare. Mais alors que l'ancienne, c'est-à-dire traditionnellement, et nous allons des fois jusqu'à une semaine. Un sol fertile, une culture réussie, un rendement amélioré. La transformation et la conservation rationnelle des récoltes s'imposent. À Thévier, les différents acteurs font de leur quotidien la transformation de l'ananas. Notre production n'était pas performante. Et maintenant, avec l'arrivée de la GIZ, il y a un grand changement. Le train de vie du producteur a changé. Lorsque nous augmentons la valeur ajoutée, on met plus confiance aussi tous ceux qui travaillent avec nous, que ce soit la production primaire et la transformation. En 2015, donc, nous allons réaliser d'autres activités qui vont permettre maintenant aux producteurs, qui vont permettre aux transformateurs, aux exportateurs d'améliorer leurs conditions de travail et d'augmenter donc la valeur ajoutée. Grâce au PASA, des financements ont été octroyés, ce qui a permis aux promoteurs de cette ferme de la rénover et de songer déjà à l'avenir. C'est avec la première tranche que j'ai commencé par faire des travaux. La dernière phase de leur tranche, quand je vais recevoir ça, c'est déjà on a commencé les travaux. Je voulais construire d'autres bassins qui seront adaptés à l'alevinage. Les éleveurs, quant à eux, ont bénéficié des paquets de ciment, de feuilles de tôle, de géniteurs et d'autres accessoires pour valoriser leur bergerie ou poulailler. A signalé également dans l'actualité que des centaines d'enfants dans la préfecture de Bassar se sont vus établir des jugements supplétifs tenant lieu d'actes de naissance. Et cela leur permet désormais d'avoir une existence aux yeux de la loi. Les bénéficiaires sont entrés en possession de leurs documents lors d'une tournée effectuée dans les différents cantons de Bassar par ceux qui leur ont fait établir ces 10 documents. Les bienfaiteurs ont pour nom les cadres du parti UNIR de cette préfecture. Nestor Mouzou pour les précisions. Les cadres du parti UNIR de la section Bassar ont fait établir des jugements supplétifs aux enfants qui sont dans la nécessité. Ces cadres ont entrepris une tournée dans plusieurs localités de la préfecture pour remettre ces documents aux concernés. Pendant toutes nos tournées, nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'enfants n'ont pas de certificat de naissance. Nous avons même vu certains qui n'ont pas pu passer les examens. Nous avons voulu être à leur côté pour qu'ils sachent que nous aussi, nous pensons à leur devenir. Nous
prenons en compte leurs préoccupations. Nous avons profité pour sensibiliser les parents pour qu'ils le fassent dès la naissance, ce qui revient extrêmement moins cher par rapport au jugement supplétif que nous avons pu faire pour eux. Nous préférons que les gens prennent conscience pour le faire, mais s'il y a des besoins ailleurs, nous n'allons pas hésiter, nous allons étendre. Bangeli, Bichabe, Dimori, Bangang et Kalanga sont les cantons dont les élèves qui sont dans le besoin ont bénéficié de cette action. En tout, 1900 jugements supplétifs ont été établis. Dans leur tournée, les cadres du parti UNIR section Bassar se sont rendus à la case de santé de Tabalé dans le canton de Bangeli. Une case de santé en réfection pour devenir une unité de soins périphériques. Les travaux de rénovation sont financés justement par un cadre du parti UNIR. Culture, musique, chant, prélude à la grande soirée des lauréats le 6 décembre prochain. Eh bien, les initiateurs du concours musical 228 T-Factor ont animé une conférence de presse. C'est pour mieux expliquer le concept, les objectifs, puis des informations sur la grande soirée au cinéma reste sur le reste également du projet. C'est un reportage de Dédé Koussao et de Christine Pétieki-Aloudé. 228 T-Factor, un concours musical lancé depuis le 1er septembre 2013 pour promouvoir l'excellence dans l'art musical. Les finalistes sont connus et la soirée des lauréats est prévue pour le 6 décembre prochain. Les initiateurs du concours visent la promotion des talents locaux. Au gagnant, on a un album de 8 titres et 1 million de francs CFA, des tournées, 3 mois de séjour aux États-Unis. Le second lauréat aura une somme de 500 000 francs CFA, un accompagnement studio et sur toute sa carrière. 228 T-Factor, au-delà de la valorisation des talents, vise à créer un environnement propice aux promoteurs culturels, aux producteurs, afin de créer une plateforme crédible d'échange entre les acteurs de la musique togolaise et internationale. Le championnat militaire et paramilitaire de football, nous y sommes. Le coup de sifflet pour la 30e édition a retenti cet après-midi au stade municipal de Lomé. Une première journée et déjà une première victoire pour la police nationale. Un but à 0 devant les sapeurs-pompiers. Le récit, Modeste Kouma. Les équipes des différentes unités des forces armées togolaises sont présentes à cette 30e édition du championnat militaire et paramilitaire de football organisé par la police nationale. Une compétition qui promeut la fraternité et le brassage entre frères d'armes. Le football doit demeurer à jamais l'élément essentiel du brassage entre l'armée, la population et la police, et en même temps le ciment de notre cohésion et de notre unité dans le cadre de la refondation des forces de défense et de sécurité. Du 2 au 20 décembre, les différentes formations vont se lancer dans le respect des règles à la conquête du titre détenu depuis 2012 par le régiment commando de la garde présidentielle RCGP. Le sentiment de respect de l'adversaire et de l'arbitrage doit vous dominer. Ceci afin de donner au spectacle tout son éclat. Frères d'armes supporters, vous qui motiverez les joueurs par vos danses, chansons, tambours et sifflets, je voudrais vous demander d'observer une discipline dans l'enthousiasme en supportant vos équipes. Je tiens aussi à souligner la prédominance de l'esprit sportif sur les passions pour que la fête soit belle. Après les discours, place au match d'ouverture qui a opposé la police nationale en rouge-bleu au corps des sapeurs-pompiers en blanc. Les deux équipes se sont neutralisées en première période malgré une légère domination de la police nationale. 0-0 à la pause. La police, plus teigneuse et plus entreprenante, accentue sa domination. Cette pression porte ses fruits à la 60e minute. Edjeou et Sosimna donnent l'avantage à la police nationale. Un score conservé jusqu'au coup de sifflet final.
4 matchs sont au programme ce mercredi, dont RCGP Armée de l'Air au stade d'Aguay à partir de 6h30. Quelques communiqués avant de refermer cette édition. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 10e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu le jeudi 4 décembre 2014 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. Autre communiqué, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, porte à la connaissance des personnes ayant déposé leur dossier de candidature pour le concours national externe et interne d'entrée au centre de formation des professions de justice, département des magistrats, session des 18 et 19 décembre 2014, que la liste des candidats retenus ainsi que le calendrier du déroulement des épreuves sont affichés et peuvent être consultés au lieu suivant: à Lomé, au centre de formation des professions de justice, au cabinet du ministère de la fonction publique et à l'école nationale d'administration, à Kara, au cours d'appel de Kara et au lycée Kara 1. Fin donc de cette édition, on se quitte sur les images de la campagne de vaccination contre la méningite dans les plateaux. Dacha a vu donner le coup d'envoi de cette opération lancée, vous le savez, la semaine dernière à Mango par le chef de l'État. C'est une campagne nationale. Un mot encore de santé. Le magazine Santé d'abord ce soir sera consacré à la prévention du sida chez les femmes avec Carole Petou à Fragbedji. Ce sera à partir de 21h15. Mais déjà, juste après ce journal, vous suivrez la météo, les prévisions du soir avec Léo Sabine Poko, 20h50, le journal de l'économie, qui sera donc consacré ce soir au bilan de 20 ans d'existence de l'UEMOA et les causes des lenteurs dans la transposition des réformes dans les législations nationales. 22h30, nos dernières infos, Isidore Koubatine. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.